toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Let's Talk. Le principe, partir à la rencontre de celles et ceux qui ont marqué les différentes scènes des événements produits par Brightness. Je veux parler bien sûr de TEDx Paris, l'échappée volée, aujourd'hui BOMA, et partir à la rencontre de ceux que nous avons accompagnés dans la préparation de leur prise de parole, leur talk, parce que effectivement, malgré cette période de confinement et l'obligation de distanciation sociale qui en découle, le moment est propice à retisser des liens, notamment grâce au numérique. Et c'est par ce biais d'ailleurs que nous vous proposons aujourd'hui, pendant une trentaine de minutes, de revenir sur un talk et sur une préparation, donc, mais surtout de prendre des nouvelles d'un speaker, de son projet, ou plutôt de son combat, et de savoir tout ce qui a pu se passer depuis. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravi, honoré même de recevoir quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est l'auteur d'un talk aussi remarquable que bouleversant sur son histoire personnelle en tant qu'enfant placé et le regard qu'il a sur le scandale de la gestion de ses enfants par l'ASE, aujourd'hui l'assistance sociale à l'enfance, qui a remplacé l'ADAS. Bonjour Lies, où es-tu et comment vas-tu? Merci pour l'invitation. Là, actuellement, je suis au boulot, puisque tu le sais, je suis éducateur spécialisé, donc je fais partie des personnes qui doivent se rendre encore au travail et je bosse dans un centre d'hébergement qui accueille des femmes avec enfants. Tu n'arrêtes jamais, effectivement. Alors, je le disais, tu es monté sur scène en début d'année. Moi, j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité, d'ailleurs. Et tu as littéralement retourné la salle. On a rarement vu ça, de mémoire de Boma, la salle s'est levée à la fin pour t'applaudir pendant des longues minutes. Euh, quel souvenir tu gardes de tout ça, de ton passage sur scène? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était déjà très stressant parce que c'était la première fois que je me prêtais à l'exercice d'une prise de parole dans on va dire, un laps de temps assez court. Et synthétiser 18 années de vie en 10 minutes, c'est pas forcément quelque chose de très simple. Mais l'expérience pour moi, elle a été extrêmement positive parce que je l'ai pris vraiment en fait comme un challenge de pouvoir faire passer un message avec, je te l'ai dit, un temps assez limité et puis un message intime puisqu'il me concerne directement étant donné que c'est mon histoire. Donc, de sensibiliser les personnes, surtout, c'était le premier objectif et de faire en sorte qu'ils en apprennent plus sur les enfants placés en France, puisqu'on est un peu invisible, on a tendance à peu parler de nous, même si ça évolue. Et donc, voilà, un moment très stressant, mais aussi très positif, parce que quand j'ai vu les réactions, ça a été presque bouleversant pour moi de voir toutes ces personnes voilà, debout et puis surtout en train d'applaudir. Enfin, c'était la première fois que ça m'arrivait, donc c'était déstabilisant. Et puis, ce qui est quand même assez magique dans cette expérience, c'est que ça a débouché derrière sur des choses, et c'était peut-être le plus inattendu pour moi. Donc ça a été très intéressant. Donc, j'ai notamment fait la rencontre à cette soirée-là d'une personne qui était dans la salle pour assister au talk et qui dirige une agence de communication et qui là, pour la période de confinement, s'est volontairement proposé de nous aider à communiquer sur le 119. Le 119, c'est le numéro national d'urgence pour l'enfance en danger, dont j'ai beaucoup parlé d'ailleurs pendant mon talk. J'ai pas mal incité les personnes à appeler ce numéro quand ils avaient connaissance d'une situation de danger pour un enfant. Et donc, elle m'a filé un gros coup de main au début du confinement, voilà, pour mener une action de sensibilisation à destination des enfants et des jeunes, puisqu'on le sait, le confinement malheureusement entraîne une augmentation sans précédent du nombre d'enfants victimes de violences et du nombre d'appels aussi au 119 pour signaler ces violences. Et donc, il fallait agir assez vite. Et donc, c'est une des rencontres qui a permis aussi cette expérience avec Boma. C'est top, merci de partager cette anecdote. Enfin, c'est même plus qu'une anecdote d'ailleurs. Enfin, il y a eu vraiment une action concrète derrière. C'est chouette, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Ce qui était très intéressant dans ton témoignage, c'est que oui, il y avait une partie personnelle, et là tu viens de confirmer que parler des fois de son histoire, c'est encore plus dur que d'échanger sur une idée ou un projet. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi toute une phase de solution, de revendication, mais aussi de solution. Aujourd'hui, donc toi, tu es membre du Conseil national pour la protection de l'enfance. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'ASE, sur cette situation des enfants placés, dans ce contexte particulier du confinement?
L'ASE, elle échappe pas, la protection de l'enfance et l'aide sociale à l'enfance n'échappent pas au problème du confinement et même, j'ai envie de dire, le confinement agit comme un peu un effet grossissant sur les problèmes qui existent déjà au sein de la protection de l'enfance. Le confinement, enfin, il y a deux situations qui sont assez anxiogènes et inquiétantes. Il y a la situation des enfants qui sont à domicile, confinés avec leur bourreau. Et puis, il y a la situation des enfants qui, eux, sont censés être protégés et donc placés dans des institutions telles que des foyers ou des familles d'accueil. Et c'est vraiment deux contextes et deux réalités différentes. Les enfants qui sont aujourd'hui confinés avec leurs parents, voire avec leurs bourreaux, malheureusement, sont bien tristement laissés livrés à eux-mêmes. Et ça, c'est un vrai problème puisque on avait très peu pensé finalement les conséquences que pouvait avoir le confinement sur la vie de ces enfants-là. Et donc, on a mis du temps avant d'avoir des mesures pour les protéger et puis surtout de pouvoir élaborer un vrai plan dans le cadre de ce confinement-là pour les prendre en charge. Et donc, on a évidemment des phénomènes qui sont directement liés à ce confinement-là et qui accentuent les violences, hein. La peur de perdre son emploi, déjà, est une des conséquences qui peut parfois augmenter les violences, puisqu'elles augmentent les tensions au sein des foyers. La crainte de ne pas retrouver son emploi après le confinement est aussi un des facteurs de risque. Le fait d'avoir ses enfants 24 heures sur 24 au domicile, 7 jours sur 7, alors qu'habituellement ils sont à l'école, ça c'est pareil, c'est une charge supplémentaire qui pèse sur les épaules des parents, et notamment avec la continuité pédagogique. Il y a énormément de parents qui se mettent la pression pour faire l'école à leurs enfants, alors même que certains n'ont pas forcément les moyens psychiques de pouvoir le faire. Et tout ça, en fait, tout ce climat-là et ce que va générer ce confinement et la précarité qui s'accentue dans les familles va et augmente considérablement le nombre de violences. Il faut savoir qu'en France, depuis le début du confinement, on a une hausse des appels au 119 de 89%. C'est massif, ça veut dire que 89% d'enfants, en plus que ceux qui appelaient déjà le reste de l'année, se signalent comme étant victimes de violences. Donc c'est phénoménal. Et pourtant, on se rend compte que ces enfants-là qui sont confinés chez eux avec leur bourreau, eh bien, on a énormément de difficultés à les protéger. Depuis le début du confinement, c'est seulement 92 enfants qui ont été soustraits à l'autorité de leurs parents. C'est très peu quand on sait que le nombre d'appels ne cesse d'augmenter et que déjà en temps normal en France, on a 200 enfants par jour qui sont victimes de ces violences-là et qu'on a un enfant qui est violé toutes les heures. Eh bien, ça laisse perplexe, voilà, qu'on ait pu réussir à protéger seulement que 92 enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les lieux d'accueil, les structures d'accueil ont bloqué les procédures d'admission. Donc, on a beaucoup d'associations, gestionnaires d'établissements qui n'accueillent pas de nouvel enfant. Et ça, évidemment, ça pose un problème. Et puis, on a aussi des juridictions qui sont à l'arrêt, puisqu'il faut savoir quand même que les enfants, quand ils se signalent victimes de violence ou qu'un voisin les signale victimes de violence, le juge des enfants est amené à se prononcer sur la dangerosité que peut subir l'enfant concerné. Et là, on a actuellement des juridictions qui fonctionnent au ralenti, qui ne sont pas en mesure de pouvoir tenir des audiences et donc de pouvoir placer des enfants. Et on a aussi ce qu'on appelle des cellules de recueil d'informations préoccupantes. Donc, c'est là où sont basculés les témoignages reçus par le 119 qui sont chargés, eux, pour le coup, de mettre en place des enquêtes, d'aller au domicile pour s'assurer que les enfants sont toujours vivants. Et bien, dans certains départements, ces cellules-là sont également fermées. Donc, si on arrive à repérer ces enfants parce que les voisins font leur boulot, c'est-à-dire d'appeler le 119 au moindre doute, parce que les enfants eux-mêmes se signalent ou parce que les amis des enfants signalent leurs potes, et bien derrière, on est bien en difficulté pour pouvoir agir et faire en sorte que ces appels ne restent pas lettre morte. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. C'est un problème dont on a alerté les pouvoirs publics très vite, très tôt, je crois, dès la première semaine de confinement, en leur demandant de prendre des mesures urgemment. À ce stade, les mesures n'ont toujours pas été prises. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable pour les acteurs de la protection de l'enfance. Enfin, les enfants qui sont victimes de violences chez eux et qui sont amenés à être protégés, donc notamment en étant placés dans des foyers ou dans des familles d'accueil, j'ai envie de dire malheureusement le calvaire ne s'arrête pas là, puisque dans ces lieux-là, les violences continuent aussi. On a dit, je l'ai dit, hein, l'impact du confinement sur les familles, il est immense, il est générateur d'une grande violence,
mais il est aussi générateur d'une grande violence dans les institutions de la protection de l'enfance. Au début du confinement, dans certains départements, on est tombé sous des seuils de sous-effectifs au niveau des travailleurs qui étaient affolants. Dans certains départements, plus de 50% des travailleurs sociaux étaient en arrêt, en incapacité de pouvoir travailler. Donc 50% en moins de travailleurs sociaux sur les établissements, ça a un impact qui est considérable en termes de sécurité, en termes d'accompagnement éducatif, et aussi en termes de soins. Parce que si les travailleurs sociaux ne sont pas officiellement des soignants, ils soignent des blessures qui sont des blessures invisibles, mais qui sont tout autant, qui pour autant doivent toutes être prises en charge. Et ça, c'est hyper important. Et donc, les violences au sein des institutions, elles continuent parce qu'on a moins de professionnels sur place, parce que les enfants sont confinés aussi et qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir sortir. J'ai été très frappé, moi, au début du confinement, dans les premiers témoignages que j'ai reçus, des histoires qui m'étaient amenées à lire, puisque c'était des problématiques assez insoupçonnées pour moi, auxquelles je n'avais jamais été confronté. Je prends l'exemple d'un gamin de 15 ans qui a fugué de son foyer, parce qu'il était addict aux drogues, à certaines drogues. Donc, il a fugué pour pouvoir se procurer de la drogue à l'extérieur. Et quand il est rentré au foyer, il a trouvé la porte close et il a reçu comme seule consigne de se rendre dans un commissariat. Voilà. Donc, c'est ce type de difficultés-là auxquelles les enfants placés sont confrontés, pas que, évidemment, mais en grande partie. Des problèmes qui sont liés à la collectivité, des problèmes qui sont liés au cadre. Et donc, malheureusement, ça n'a pas été pensé avant, et donc les solutions sont bien minces. Si on prend le problème, par exemple, de la toxicomanie, en plus, c'est des enfants qui, normalement, sont suivis, qui ont accès à des substituts. Là, on comprend bien que dans cette période-là, ils ont peut-être moins accès à leurs travailleurs sociaux, aux gens qui travaillent avec eux, etc. Donc, ils se retrouvent dans ces situations-là livrés à eux-mêmes. Tout à fait. Il faut savoir qu'en protection de l'enfance, il y a quand même 30% des enfants qui sont porteurs de handicap et qui sont accueillis le reste de l'année dans ce qu'on appelle des instituts médico-éducatifs ou des ITEP. C'est des structures spécialisées pour les enfants handicapés. Ces structures, elles ont été fermées au début du confinement, et donc ces enfants handicapés ont dû être en présence constante sur les foyers et dans les familles d'accueil. Et on sait que ce sont des enfants qui ont des besoins immenses. Il faudrait quasiment un professionnel pour un enfant pour arriver à faire un travail correct. Évidemment, travail que le confinement rend impossible puisqu'on est en sous-effectif partout. Et ces enfants, évidemment, sont en grande souffrance. En grande souffrance parce qu'il y a une rupture dans la prise en charge médicale. Ils ne bénéficient plus d'une continuité des soins au vu de la pathologie qu'ils peuvent avoir. Et puis, grande souffrance aussi dans les établissements, puisque ces enfants qui ont parfois des troubles du comportement peuvent susciter l'agacement, la colère, l'épuisement des professionnels plus rapidement, et donc peuvent générer des passages à l'acte violents sur eux qui peuvent être dramatiques. On a d'autres problématiques en ce moment qui sont tout aussi graves. C'est les enfants placés qui avaient des droits de visite et d'hébergement chez leurs parents. Parce que si tous les enfants placés ne sont pas victimes de violences, beaucoup le sont, mais ceux qui ne l'est pas avaient encore la possibilité de garder ces liens-là avec leurs parents, leur maman, leur papa, etc. Donc, c'est des parents qui avaient des droits d'hébergement et des droits de visite. Donc, c'était souvent le week-end ou les vacances scolaires. Et ces enfants, depuis le début du confinement, n'ont pas vu leurs parents. Et ça, c'est assez choquant finalement comme décision, parce qu'au début du confinement, la question des gardes alternées avait été posée très rapidement. Donc, les parents qui bénéficiaient de gardes alternées avaient et ont toujours l'autorisation de pouvoir faire ce trajet d'un parent à l'autre pour pouvoir continuer les contacts. Pour les enfants placés, cette dérogation-là n'a pas été obtenue. J'avoue que j'ai du mal à comprendre, d'autant qu'on sait que les enfants placés qui rompent des liens sur des périodes aussi longues avec leurs parents, eh bien, ça aura des conséquences plus tard, puisque ne pas voir ses parents pendant plusieurs mois, c'est aussi appréhender le moment où on va les retrouver. Et c'est des relations familiales qui souvent sont extrêmement complexes. Avant qu'il y ait des droits de visite et d'hébergement, ça veut aussi dire qu'il y a eu un travail éducatif auprès des familles et des enfants. Donc, on a des professionnels qui ont mis toute leur énergie, on va dire, dans la reconstruction un peu du lien parental. Et ce travail-là, pour le coup, risque d'être anéanti, puisqu'il faudra recommencer probablement à zéro dans beaucoup de situations. Par ailleurs, c'est des décisions qui ont été prises en toute illégalité dans certains départements, puisque c'est des décisions normalement qui relèvent de la justice. Donc, seul le juge des enfants est compétent pour pouvoir suspendre ou interdire les droits de visite et d'hébergement.
Et là, en l'occurrence, ça a été une responsabilité que le département s'est autorisé à prendre en dehors de tout cadre légal, ce qui est quand même extrêmement problématique. Et à l'inverse, on a aussi des enfants qui ont été remis à leur famille. Et ça, c'est encore moins compréhensible. C'est-à-dire que des enfants qui sont placés, pour lesquels le juge a reconnu qu'il y avait du danger s'ils restaient chez eux, eh bien, ces enfants-là, pour certains, ont eu une interruption de placement pendant le confinement et ils sont retournés à domicile. Voilà. Donc, on n'a pas de nouvelles d'eux, on ne sait pas comment ça se passe. Les professionnels essayent de maintenir un lien au téléphone, mais c'est bien insuffisant. Au téléphone, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout savoir. Et toutes les visites à domicile ont aussi été suspendues. Tu as beaucoup parlé de juge des enfants. Ouais. Euh, Ce constat-là, qui est le tien aujourd'hui, évidemment, vous êtes nombreux à le partager, de nombreuses professions liées effectivement à l'enfance, à la protection de l'enfance, les juges des enfants aussi. Tu as co-signé une tribune la semaine dernière avec une juge des enfants où vous dressez ce constat-là, où vous appelez notamment les autorités, les différents départements à agir. Au-delà du simple appel et du simple constat, toi, c'est quoi que tu appelles de tes vœux aujourd'hui en termes de solutions concrètes? Parce que tu l'as dit quand on a discuté, il y a des choses qu'on peut faire qui sont faciles à faire, qu'on peut faire tout de suite. Complètement. Ouais. Tu l'as dit, la lettre ouverte, c'était une lettre ouverte adressée au président de la République que j'ai co-signée avec une juge des enfants des Hauts-de-Seine et 500 acteurs de la protection de l'enfance, dont le syndicat de la magistrature, dont le syndicat des avocats de France et d'autres ONG assez importantes. Cette lettre ouverte, elle visait vraiment à interpeller les pouvoirs publics, mais au plus haut sommet finalement. Il faut dire qu'on traverse une crise qui est inédite. Depuis 1945, les enfants n'ont jamais vécu une telle situation dans notre pays, une telle situation de délabrement, de non-protection, d'abandon, qui en plus a des conséquences. La conséquence au début du confinement, ça a été la mort du petit Daoudja en Seine-Saint-Denis, décédé sous les coups de son père, qui avait, je le rappelle, préalablement été condamné par la justice pour des violences commises sur son autre enfant, sur sa fille. Donc, on voulait vraiment, par cette lettre-là, alerter Emmanuel Macron et lui demander d'agir le plus vite possible, parce que la parole politique sur ce sujet est quand même extrêmement rare, déjà, même si on a un secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. On se rend compte que le pilotage même de cette politique publique est complexe, puisque c'est une politique publique qui est menée, qui est pilotée par les départements. Donc l'État n'a pas vraiment son mot à dire finalement dans la façon dont l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, est gérée. Mais ça pose aussi un vrai problème, parce qu'on a 101 départements en France, et actuellement, on a 101 plans de gestion de crise différents. Et ça rajoute du bordel au bordel, si tu veux. Donc, on a des solutions qui sont extrêmement simples, qui coûtent très peu d'argent et qui parfois même sont gratuites. Et ça, on ne demande qu'une chose, c'est qu'elles soient appliquées. L'une d'entre elles, qui me paraît être la moindre des choses, et qui respecterait les consignes gouvernementales, en tout cas qui se mettrait en cohérence avec les consignes des gouvernementales, c'est de créer des lieux de désengorgement. On a une ordonnance qui a été publiée par le gouvernement et qui prévoit d'augmenter les capacités d'accueil dans les foyers, donc de dépasser les capacités d'accueil jusqu'à 120% dans les foyers. Et ça, c'est absolument honteux, puisque c'est en totale incohérence avec le besoin de confinement, le besoin de garantir des gestes barrières et une distanciation sociale. Donc on va surcharger les foyers, on va créer une rampe de lancement à l'épidémie, alors qu'on pourrait faire autrement. Autrement, c'est par exemple accepter les bases de loisirs qui sont gentiment mises à disposition par les régions. Moi, j'étais au téléphone avec le vice-président de la région Île-de-France au début du confinement, avec qui j'ai l'habitude de travailler sur d'autres projets, mais aussi sur la question des bases de loisirs. Et donc, il m'a tout de suite dit, je te file les bases de loisirs en Île-de-France, il n'y a aucun problème, ce qui permettrait de dire à des enfants placés dans un foyer, par exemple, de 30 enfants ou de 40 enfants, bon, bah, on diminue les capacités d'accueil et on dispatche ces enfants-là avec un certain nombre de professionnels qu'ils connaissent déjà, mais dans d'autres lieux. Et donc, tout ça, il l'avait validé. Il suffisait juste que le préfet lui passe un coup de fil pour que ça se fasse. À ce jour, on est le 28, le préfet ne l'a toujours pas appelé.
Et ça, c'est très agaçant. C'est très agaçant parce que quand on apporte des solutions qui ne coûtent pas 1 € et qui vraiment peuvent changer radicalement la vie de ces enfants-là sur une période de confinement et que ce n'est pas appliqué, bah, ça fout juste la rage, en fait. La rage. Alors, pour les citoyens et les gens qui nous écoutent, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire. Déjà, c'est d'appeler le 119. Pour ceux qui habitent dans des immeubles, c'est aussi même, j'ai envie de dire, d'afficher le 119. Vous voyez, derrière moi, j'ai une affiche ici. C'est le numéro national pour les enfants en danger. Il ne suffit pas d'imprimer, enfin, vous n'avez pas nécessairement besoin d'imprimer l'affiche, mais déjà dans votre hall d'immeuble, sur un morceau de papier, vous écrivez enfant en danger, tu es en danger ou vous connaissez un enfant en danger, appelez le 119. Déjà, on fait ce travail de sensibilisation-là qui est quand même extrêmement important. Il faut maintenir l'effort qui est fait par les Français et qui ne cesse de continuer d'appeler le 119 pendant cette période, ce qui justifie par ailleurs cette hausse hyper importante du nombre d'appels. Garder les oreilles grandes ouvertes et surtout se dire que même si vous n'avez pas de preuves, et j'insiste là-dessus, si vous n'avez pas de preuves, si vous n'avez pas de quoi étayer vos inquiétudes, ce n'est pas grave. Il faut quand même appeler le 119 parce que ça peut sauver des vies. Ça, c'est vraiment la façon d'agir la plus simple. Un cri derrière le mur d'à côté, derrière chez votre voisin, chez votre voisine, un cri que vous entendez une fois, vous entendez ça 2 fois, vous ne voyez pas l'enfant, vous ne voyez jamais la famille, mais vous entendez qu'ils sont à bout de nerfs, et ben vous pouvez aussi vous déplacer et toquer à la porte. Vous savez que le confinement génère des situations de violence nouvelles. Je l'ai dit, la crainte de perdre son emploi, la crainte de ne pas être à la hauteur pour tout ce qui va être instruction, scolarité, devoirs et tout, génère de la violence. Et on a des parents qui passent à l'acte, qui ne sont pas des parents maltraitants, qui ne sont pas des parents violents, mais qui sont juste des parents à bout parce qu'ils ont leurs enfants H24, 7 sur 7 à la maison. Et ben ces gens-là, peut-être faudrait-il leur proposer de l'aide, de la solidarité entre voisins, toquer à la porte, monsieur, madame est à bout, et bien vous récupérez l'enfant, vous lui proposez de garder l'enfant pendant 1 heure ou 2 le temps que la personne aille s'aérer. Et ben rien que ça, par exemple, ça peut déjà sauver une vie. Voilà. Typiquement, c'est des choses très simples mais qui fonctionnent et je vous invite vraiment à le faire, c'est important. Oui, et appeler le 119, ce n'est pas de la dénonciation. Ce n'est pas dénoncer, C'est c'est surtout pas de la délation. C'est surtout pas pas la de la délation. Il faut pas le prendre, il faut pas le prendre de cette façon-là. Le 119, quand on appelle le 119, ça ne veut pas nécessairement dire qu'un enfant va être placé derrière, que la police va arriver. Non. Le 119, je l'ai dit, son rôle, c'est de recevoir votre témoignage. Ensuite, il va le transférer à ce qu'on appelle la cellule de recueil d'informations préoccupantes, qui a des professionnels compétents et formés pour mener des enquêtes. Donc voilà, on ne va pas se baser uniquement sur ce que vous dites, mais il y a vraiment un travail derrière qui est effectué par les services sociaux pour vérifier l'information, regarder si l'éducation nationale, qui est quand même l'institution qui signale le plus d'enfants et qui du coup est à l'arrêt en ce moment, regarder si l'éducation nationale avait déjà fait des signalements préalablement ou pas, ce qui confère une notion de dangerosité supérieure si c'est le cas. Enfin bon, il y a tout un processus qui fait que voilà, on prend le temps aussi de la décision et on a évidemment en tête les situations urgentes, hein, ça c'est clair, mais c'est pas de la délation. Les conséquences, elles seront présentes seulement si on considère que l'enfant est en danger. Ce n'est pas le cas de tous les enfants et de tous les appels. Donc vraiment, allez-y parce que ça peut sauver des vies. C'est anonyme, ça ne figure pas sur les relevés téléphoniques. Si vous ne voulez pas donner votre identité parce que vous ne voulez pas avoir de problème avec votre voisin, vous êtes en droit de ne pas donner votre identité. Votre témoignage sera quand même étudié avec tout le sérieux que cela demande par rapport à si vous l'avez fait en non anonyme. Je veux dire, voilà, il n'y a pas deux façons d'évaluer, c'est la même, que ce soit anonyme ou pas. Donc, allez-y, vraiment. Écoute, merci Lies. Je pense que le message est passé. Ça allait d'ailleurs être une de mes dernières questions. Tu sais, quand on prépare un talk ensemble, je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'avais demandé c'est quoi le message, tu vois. Bon, bah là, je pense que le message, on l'a bien compris. Merci beaucoup encore parce que je sais que ton temps est hyper précieux. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir passé ce temps avec nous, d'être revenu un peu sur ton expérience sur la scène et puis de nous dire ce qui se passe aujourd'hui. Je crois, dernière petite info qui m'est arrivée comme ça, je crois que ton autobiographie est en train ou va peut-être être adaptée. C'est une façon aussi pour toi de continuer le combat, de continuer à parler au plus grand nombre. Ouais, complètement, complètement. De pouvoir aujourd'hui
mettre en image finalement un témoignage. Alors après, le film et le scénario tel qu'il est pour le moment ne traduit pas une réalité de mon histoire à 100%, mais en tout cas, ça va être ouais, un très bon outil pour sensibiliser des personnes qui n'auraient pas eu connaissance des problèmes rencontrés en France sur la protection de l'enfance et des enfants placés. Moi, je pense que la fiction, c'est vraiment un des meilleurs outils. Ouais. Donc, voilà, on s'est lancé dans ce projet-là avec Kappa et on va faire un film. Ouais. Merci, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Lies encore une fois, merci beaucoup. Continue, bon courage. Merci à vous, merci et que Boma vive longtemps parce que c'est vraiment une très belle façon de pouvoir faire des rencontres géniales et de porter une cause voilà, le plus largement possible et c'est génial. Voilà. Merci Lies, merci Merci. beaucoup. Ciao.